qui n'ont pas pu aussi assister. On a eu pas mal de demandes de gens qui voulaient assister et qui ont malheureusement pas pu. Voilà, donc D'accord. si vous voyez, normalement, vous êtes tous informés que l'enregistrement a démarré. Hop. Du coup, j'ai pas encore d'autorisation pour le partage d'écran, mais ce sera peut-être Ouais, après. je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. D'accord. Merci. Tu avais bien fait de me le faire, hop, de me le dire. Voilà. Normalement, ça devrait être fait. C'est bon. C'est bon? Ouais. Super. Super. Donc, Muriel, je viens de réactiver, d'autoriser votre micro et caméra. Est-ce que ça marche? Ça devrait fonctionner. Bonjour. Super. Bonjour. 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 Super. Par contre, ça doit être la caméra du haut. Ok. J'entends Catherine qui se connecte. On a encore 5 minutes, mais c'est bien comme ça, on est sûr que les caméras marchent. Donc du coup, chez vous, c'est le Covid, Solène? Oui, tout le monde là. Décidément, ici, c'est pareil, hein, ça... Ah oui? Ouais. On a pas mal de cas aussi, hein. Ah ouais, en Bon. ce moment, là, il y a une grosse remontée. Ouais. Voilà, hop, on a une nouvelle participante, donc c'est bien, on a déjà plusieurs participants alors qu'on n'est pas encore commencé, donc c'est très bien. Donc on a eu beaucoup de retours positifs, donc je pense que c'est un sujet, je pense que les gens ont besoin d'informations et c'est un sujet qui parle, quoi. Oui, non, c'est vrai. Catherine. Ah, Catherine. Oui, Catherine, je vais autoriser ton micro et ta caméra, juste une seconde. Voilà, ça devrait être bon maintenant. Voilà, c'est bon. Bonjour Parfait. Solène. Bonjour. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir, enfin. Moi aussi, même si c'est pas en vrai, en visio, je suis très contente. Ben oui, j'espère qu'après on se verra pour de vrai, mais là je suis vraiment très contente. Bonjour Madame Dognol. Bonjour Madame Barrier, Muriel Je suis Dognol. aussi très contente de vous voir. C'est Et très je gentil. suis très contente que nous puissions enfin réaliser cette petite visio autour d'un sujet qui nous est cher et qui est admirablement porté par Solène grâce à vous. Donc voilà, je profite qu'on soit entre nous pour vous remercier de votre soutien et pour remercier Solène de son engagement sur un sujet qui nous touche tous. Voilà, de près. Donc, super. J'espère que nous allons avoir plein de collègues connectés. En tout cas, on a eu plein de messages qui nous ont confirmé l'intérêt de beaucoup d'entre eux pour ce sujet. Voilà. Katharina, est-ce que tu sais aujourd'hui combien il y a de personnes de connectées? Est-ce que tu peux... Donc, là, nous sommes 17 hors Oh là. présentateur. Eh bien, Donc, écoutez, on a je encore pense... 2 minutes. Ouais, Je pense qu'on peut encore laisser quelques minutes pour Ah que oui, on va les attendre un participants petit peu. arrivent petit à petit et pour qu'on soit le plus nombreux Le possible. plus nombreux possible, effectivement, on est un petit peu en avance. On va laisser le temps à chacun d'arriver. On sait aussi que c'est une heure où peut-être certains auront pris le temps de déjeuner, auront une petite minute de retard. Donc voilà, très bien. Ça va Solène, ça va comme vous voulez?
Oui, très bien, et vous? Bah écoutez, oui, moi je suis vraiment contente. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de se voir pour de vrai. Ça fait Bah tellement oui, longtemps qu'on essaie de monter des choses. C'est oui. vrai que tout ça s'est tombé en plein pendant la pandémie. C'était pas très facile, mais bon, ça vous a pas découragé dans vos élans. C'est Non, non, l'essentiel. Donc non, non, très c'est bien. sûr. Mais heureusement qu'on l'a pas organisé, sur place parce que finalement j'ai eu le Covid donc c'est pas mal Oui, là-dessus. Ah, oui, ça c'est ah vrai. oui, Katharina m'avait dit que vous étiez entourée de Covid, mais il a gagné. Il a Voilà, gagné. Voilà, il voilà. est allé, il est arrivé jusqu'à vous. Bon, bah, Ouais. en ce moment, si vous n'êtes pas trop malade, ce que je vous souhaite, hein, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, c'est vrai qu'il y en a énormément. Vous avez Mmh. beaucoup de symptômes? Non, 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 ça Non, va ça va. Bon, très bien, c'est l'essentiel. Le Doliprane fonctionne. C'est vrai. Bon, écoutez. Et vous, au Crédit Agricole, Madame Dognol, vous avez aussi beaucoup de collègues qui sont touchés? Oui, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même Il y pas en a mal. On voit beaucoup, que hein. cette nouvelle vague-là, Mmh. fait quand même quelques dégâts et des sévères, hein, vraiment. Donc, Oui, 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 ouais, oui, ouais, vraiment, effectivement, vraiment. ouais. Et je voulais vous remercier pour votre invitation. En tout cas, c'est vraiment, fort aimable de votre part. Bah, écoutez, c'est naturel. Vous êtes quand même un partenaire extrêmement important. Vous soutenez une cause qui nous tient à cœur. C'est la moindre des choses de vous associer à cet événement. Vous nous avez bien associés au vôtre. Donc, Avec plaisir, ça me paraissait tout à fait naturel que vous soyez aussi partie prenante de notre événement. Donc, avec voilà. plaisir. C'est ça le partenariat. C'est dans les Abso deux sens. absolument. Voilà, on va avoir la chance aussi tout à l'heure d'avoir notre collègue qui est médecin, Brigitte Cochicaron, qui va aussi faire une intervention après nos échanges, Solène. Donc Mmh. voilà, c'est aussi le témoignage d'un grand investissement chez nous autour de cette cause qui a plein d'aspects. Vous allez nous en dévoiler quelques-uns. Voilà, et puis bah, j'attends un peu le go de Katharina pour lancer notre webinaire. Donc, dès que tu penses que, bon là, il est que 13h01, hein, moi je connais un peu notre communauté Oui, universitaire, je hein, pense que ils sont cinq pas petites toujours on minutes, time, hein, donc voilà. encore peut-être Mais 2-3 minutes, mais nous sommes déjà 30, donc ouais, c'est déjà super. Voilà. Je crois que vous aviez eu un franc succès aussi dans votre initiative au Crédit Agricole, hein, d'après ce que m'a dit Katharina. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, il y a eu énormément de questions, très pertinentes. On a été vraiment, très, très, très heureux de cet événement. Tout à fait. Voilà. Comme quoi, c'est un partenariat qui avait tout son sens Clairement. et qui le prend chaque jour. Donc, c'est la preuve par l'exemple. Vous êtes la preuve par l'exemple, Solène, hein. Et il y avait beaucoup d'hommes. Oui, 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 mais ça, d'abord, ça, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'on Exactement. pourrait considérer que c'est un sujet exclusivement féminin, mais pas du tout. Mmh. Et je sais que voilà, c'est quelque chose. Et nous, on le voit auprès de nos collègues. Certains nous ont exprimé leur désir de suivre ce webinaire pour des raisons qui leur appartiennent, hein, mais qu'on imagine bien. Ils sont de près ou de loin touchés par Mmh. ce phénomène et voilà, ils veulent comprendre, en savoir un peu plus et voilà. Catherine, je pense on peut commencer. Tu penses qu'on peut commencer? Donc, tu m'as dit qu'on était une trentaine? Nous sommes 35. Nous sommes 35. Eh bien, écoutez, bienvenue à vous tous là qui allez suivre la présentation de Solène Gouébé autour de l'endométriose. C'est une cause que notre fondation, la Fondation Paris-Saclay Université, accompagne dans le cadre des priorités qui sont les nôtres. Donc, nous avons trois axes prioritaires autour on va dire, la solidarité, l'égalité des chances, la santé et naturellement le développement soutenable, puisque ces trois causes, on va dire, avec un grand C, couvrent une partie de nos formations et de nos laboratoires de recherche.
Donc, lorsque le Crédit Agricole et Solène Gouébé nous ont approchés pour accompagner cette chaire autour de l'endométriose, la Fondation ne pouvait que suivre avec enthousiasme cette cause qui n'est pas strictement féminine, puisque l'endométriose n'est pas qu'un sujet gynécologique, c'est un sujet qui concerne beaucoup de familles, beaucoup de femmes, mais naturellement aussi leur environnement immédiat. Et ça nous a paru tout à fait naturel que d'être un partenaire de cette cause. Voilà, donc nous allons avoir un webinaire qui va durer en gros 1 heure. Nous aurons la présentation par Muriel Dognol, qui est responsable de la mission handicap et emploi au Crédit Agricole Île-de-France. Crédit Agricole Île-de-France qui est le mécène de cette chaire et qui est un partenaire privilégié autour de l'endométriose. Ensuite, nous aurons jusqu'à, disons, 13h30 à peu près la présentation de Solène Gouébé, qui va se présenter à vous et qui va vous présenter ses travaux. Et nous avons tenu à aménager une partie importante pour les échanges, de manière à ce que naturellement on ait un temps pour les questions-réponses autour de cette question. Sachez que ce webinaire sera enregistré et que nous avons bien l'intention ici à la Fondation Paris-Saclay Université d'envisager une nouvelle diffusion de ce webinaire à un autre moment de l'année, de manière à toucher encore plus de personnes. Alors, je reviens sur notre déroulé. À l'issue de ces questions-réponses, nous aurons l'intervention de notre médecin en santé universitaire, le docteur Brigitte Cauchy-Caron, qui nous fait l'honneur d'apporter une conclusion médicale aussi à ce webinaire. Et je laisse donc maintenant la parole à vous, Muriel Dognol, de manière à ce que vous puissiez ensuite lancer le webinaire de Solène. Voilà, je vous remercie de votre présence autour de vos écrans. Merci Madame Barrier, bonjour à tous. Donc Muriel Dognol, je suis en charge de la mission handicap du Crédit Agricole Île-de-France. Et donc à ce titre, le mécénat du Crédit Agricole Île-de-France est ravi d'accompagner Solène dans ses recherches, puisque c'est un sujet que nous allons développer aujourd'hui, que Solène va développer, qui est très invalidant, très handicapant. Et à ce titre, eh bien écoutez, il faut savoir que vous avez le droit et pas le devoir, mais le droit de faire une reconnaissance du handicap au titre de l'endométriose, puisque c'est, comme je vous le disais, un sujet, une pathologie invalidante et qui peut commencer très tôt dans la vie et se poursuivre même très très tard, et qui peut avoir une incidence sur votre travail, donc dans la sphère professionnelle et dans la sphère personnelle. Donc au Crédit Agricole Île-de-France, moi j'accompagne des collaboratrices qui sont touchées par l'endométriose, et à ce titre, je les ai aidées à faire une reconnaissance du handicap. Et donc, par cette reconnaissance, on va dire ce papier administratif, on peut les aider à faire un aménagement de leur poste de travail par des chèques emploi service universel, par exemple, par un aménagement de leur poste de travail, par peut-être un fauteuil spécifique qui peut les soulager au niveau des douleurs, et bien d'autres avantages à être malheureusement en situation de handicap professionnel, mais qui aident nos salariés à se sentir mieux dans le domaine professionnel. Et si elles se sentent mieux dans le domaine professionnel, elles vont aussi se sentir mieux dans le domaine personnel, et du coup, elles auront moins d'arrêt maladie, et du coup, c'est quelque chose de gagnant-gagnant. Voilà, pour l'entreprise et pour la salariée. Voilà, donc moi, j'aide au quotidien nos salariés en situation de handicap, et à faire de la sensibilisation aussi, pareil, en entreprise, auprès de l'intégralité de nos 3900 collaborateurs. Donc voilà, s'il y a un message à passer, entre autres aujourd'hui, parce que Solène en aura beaucoup, c'est n'hésitez pas, je sais que vous êtes étudiant, mais même étudiant, vous pouvez faire une reconnaissance du handicap qui vous aidera par la suite dans votre domaine professionnel et d'étudiant à avoir des avantages pour répondre aux besoins spécifiques par rapport à la pathologie.
Très bien. Merci beaucoup, Madame Doniol. Et Avec plaisir. Solène, je vous laisse la parole. Vous m'entendez bien? Oui. J'ai oublié de préciser que vos micros et caméras seront coupés pendant tout le temps de la présentation de Solène et nous les rouvrirons lorsque vous demanderez à participer au moment des échanges. Voilà. Solène, c'est à vous. Merci. Très bien, je vais partager mon écran tout de suite. Hop, pour m'assurer que ça fonctionne bien. Alors, hop, je vous laisse juste me dire si Nous ça voyons fonctionne. nous voyons votre première diapo. Eh bien, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire. Merci à la Fondation Paris-Saclay Université. Et merci au Crédit Agricole Île-de-France pour ce soutien. Je suis vraiment ravie d'avoir l'opportunité, voilà, de parler d'endométriose et de présenter ces travaux de thèse. Donc, moi, je m'appelle Solène Gouesbé, je suis doctorante en épidémiologie à l'Université Paris-Saclay. Et mon travail de thèse s'intitule Endométriose, perspectives des patientes sur leur prise en charge et profil symptomatologique. Et c'est un travail qui est encadré par la docteure Marina Gvaskov, qui est épidémiologiste et chargée de recherche à l'INSERM. Donc, en préambule, je vais vous présenter Compare, qui est en quelque sorte mon outil pour réaliser ce travail de thèse. Compare, ça signifie communauté de patients pour la recherche. Et c'est donc un projet de recherche qui porte sur les maladies chroniques en général, donc défini comme une maladie qui dure plus de 6 mois. Et donc, par exemple, il y a eu un projet sur le Covid chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Mais au sein de Compare, il y a aussi d'autres nombreux projets de recherche qui portent sur des maladies chroniques spécifiques, comme sur l'endométriose, qui s'appelle Compare endométriose. Mais il y en a 13 en tout. Il y a sur le diabète, l'asthme, la lombalgie, etc. Et donc, Compare est aussi une plateforme en ligne. Donc je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la bouge. Probablement. Bon. Donc, c'est une plateforme en ligne sur le site internet compare.php.fr. Et c'est sur ce site internet que les patients s'inscrivent et répondent en ligne au questionnaire des chercheurs. Et c'est aussi une plateforme collaborative avec un partage des données par les chercheurs. En fait, il y a de nombreux chercheurs qui sont impliqués dans Compare et qui partagent les données recueillies auprès des participants. En fait, lorsque les participants remplissent les questionnaires, ils vont participer à plusieurs projets de recherche en parallèle parce que leurs données vont pouvoir être réutilisées plusieurs fois pour répondre à de nombreuses questions de recherche. Et pour terminer sur Compare, donc quelques chiffres. L'objectif de ce projet, c'est de suivre environ 100 000 patients pendant 10 ans. C'est un projet qui a été lancé en 2018 et qui est toujours ouvert aux inscriptions. À ce jour, il y a plus de 55 000 participants, dont environ 12 personnes qui sont atteintes d'endométriose. Donc, je vais vous présenter maintenant mon projet de thèse et qui est basé sur l'analyse des données qui sont recueillies auprès des participantes de Compare qui sont atteintes d'endométriose. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que cette maladie? L'endométriose, c'est une maladie chronique gynécologique qui touche une femme sur 10 en âge de procréer et avec un délai de diagnostic très important. On parle aujourd'hui d'un délai moyen de 7 ans entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic de la maladie, et avec des parcours qui peuvent être parfois très compliqués pour arriver jusqu'au diagnostic. On peut définir la maladie par la présence de tissus semblables à celui de l'endomètre qui va être localisé en dehors de la cavité utérine. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver des cellules endométriosiques sur différents organes. Ça peut être les ovaires, les trompes, mais aussi d'autres comme la vessie, les intestins, etc. Et en fait, ces cellules sont programmées par les hormones, comme celles qui sont situées dans l'endomètre. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir, que la femme va avoir ses règles, en fait, elle va saigner là où sont localisées ces cellules endométriosiques. Donc, des saignements au niveau de la vessie, au niveau des intestins et tous les organes où elle sera touchée, sachant que ça peut être très variable d'une femme à l'autre.
Et donc, ces saignements vont entraîner la formation de lésions donc de plaies. Il peut y avoir aussi des adhérences entre des organes. Donc, par exemple, entre la trompe et l'ovaire, en fait, c'est deux organes qui vont se coller ensemble. Ça va entraîner aussi une grosse inflammation au niveau de la zone concernée. Donc, bien évidemment, ça va entraîner de nombreux symptômes très, très invalidants, notamment des douleurs. Donc, quand on parle d'endométriose, peut-être le plus connu, ça va être les douleurs lors des règles. Mais en réalité, il y a plein d'autres douleurs qui peuvent toucher les personnes qui sont atteintes d'endométriose. Il y a les douleurs lors des rapports sexuels, les douleurs de la miction, donc des douleurs qui apparaissent en urinant, des douleurs à l'évacuation des selles, ou encore certaines patientes peuvent être touchées par des douleurs neuropathiques, qui sont des douleurs comme des sensations d'engourdissement, de picotement ou de brûlure, ou une hypersensibilité au toucher ou au froid. Donc là, c'est une liste qui est non exhaustive des symptômes qui peuvent toucher les personnes atteintes d'endométriose. Là, c'est surtout des douleurs parce que c'est ces symptômes-là que j'étudie dans le cadre de ma thèse. Mais il peut aussi y avoir une fatigue chronique, des troubles digestifs comme des diarrhées, des constipations, voire une alternance des deux. Et il peut aussi y avoir des personnes qui sont asymptomatiques, donc voilà, qui ne présentent pas de symptômes. Et bien souvent, ces personnes découvrent leur endométriose lors d'un bilan d'infertilité, puisque on constate qu'un tiers des personnes sont concernées, enfin des patientes sont concernées par une infertilité. Donc c'est une maladie qui se caractérise en 4 stades. Stade 1 qui correspond au stade minime et stade 4 qui correspond au stade sévère. Mais il n'y a absolument pas de corrélation entre ces stades et la sévérité des symptômes. Donc une personne qui a un stade 1 peut avoir des douleurs très intenses et inversement. Et enfin, la maladie, donc il existe 3 types d'endométriose pelvienne, mais il existe aussi l'endométriose extrapelvienne. C'est lorsqu'il va y avoir des lésions qui vont être localisées vraiment en dehors de cette zone pelvienne, comme au niveau des poumons ou encore du cerveau, mais ça va être des cas beaucoup plus rares. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un manque de connaissances sur l'endométriose et dans de nombreux domaines. On ne connaît pas bien les origines de la maladie, les facteurs de risque. Il faut aussi qu'on améliore nos connaissances pour mieux la soigner, mieux la diagnostiquer, pour améliorer sa prise en charge. Et enfin, on ne connaît pas bien l'histoire naturelle de la maladie. Donc l'histoire naturelle, c'est comment elle évolue au cours du temps. Et donc, mon travail de thèse se focalise sur ces 2 derniers points. Donc, concernant l'amélioration de sa prise en charge, c'est un travail très important puisque c'est une maladie qui a vraiment un très fort impact sur la qualité de vie des patientes, que ce soit au niveau physique, mental, relationnel, mais aussi financier. Et aujourd'hui, il y a encore une très forte stigmatisation des symptômes dans le milieu médical, mais aussi dans la société en général. Et les patientes sont bien souvent insatisfaites des soins qu'elles reçoivent. Et concernant l'histoire naturelle de la maladie, donc ce qui concerne son évolution au cours de la vie, on pourrait penser que c'est une maladie qui progresse avec le temps, qui s'aggrave au fur et à mesure des années. Mais en fait, il y a des études qui disent le contraire, qui montrent que en fait, l'endométriose, ça pourrait être une maladie qui serait plutôt stable dans le temps, voire certaines études ont montré qu'il pouvait y avoir une régression au niveau des lésions. Et donc face à ces résultats contradictoires, en fait, il y a eu des hypothèses qui ont été formulées par des chercheurs et cliniciens. Et donc on a vu dans les symptômes que c'était une maladie qui était très hétérogène en termes de symptomatologie d'une patiente à une autre. Eh bien, ça pourrait être pareil dans l'évolution de la maladie, c'est-à-dire que elle pourrait être vraiment différente d'une patiente à une autre et pas évoluer de la même manière. Donc c'est tout le travail de ma thèse, de m'intéresser à ce sujet-là. Donc, je vais vous présenter 2 études. Je travaille en réalité sur 5 études, mais par manque de temps, je vais vous en présenter 2. Donc cette première étude est terminée et elle est en cours de publication. L'objectif, c'était de prendre en compte le point de vue des patientes pour améliorer leur prise en charge d'endométriose. Et donc pour cela, nous avons
analysé les réponses de 1000 participantes de Compare Endométriose qui ont été sélectionnées de manière aléatoire parmi les participantes qui avaient répondu à la question « Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans votre prise en charge ?» Et donc, les participantes ont répondu en texte libre et on a analysé ce texte libre en réalisant une analyse thématique, c'est-à-dire en identifiant toutes les idées des patientes pour améliorer leur prise en charge de la maladie. Donc, au total, on a identifié environ 2500 idées et qu'on a regroupées en 61 axes d'amélioration. Donc encore par manque de temps, je ne pourrais pas vous présenter tous les résultats de cette étude, mais parmi ces 61 axes, les 5 premiers ont été mentionnés par plus de 10% des participantes et donc je vais vous présenter ces 5 premiers axes. Donc l'axe numéro 1, ça a été rapporté par 19,4% des participantes et c'est de former les soignants à la maladie. Donc il faut savoir qu'avant 2020, en fait, l'endométriose n'était pas enseignée à la faculté de médecine. Donc forcément, il y avait de nombreux professionnels de santé qui ne connaissaient pas cette maladie. L'axe numéro 2, c'est d'assurer une meilleure gestion des douleurs. Donc, il s'agit des douleurs de crise, mais aussi des douleurs chroniques que peut entraîner l'endométriose. Ça a été rapporté par 18,4% des participantes. Donc, je n'ai pas parlé des traitements dans mon introduction, mais aujourd'hui, il existe différentes options thérapeutiques pour soulager les symptômes de l'endométriose, notamment la pilule en continu pour mettre entre guillemets la maladie en pause. Mais ces traitements restent limités et sont inefficaces chez certaines patientes qui vivent donc avec des douleurs non résolues. L'axe numéro 3, c'est de prendre au sérieux les symptômes qui sont rapportés par les patientes. Ça a été mentionné par 15,1% des participantes de cette étude. Et donc là, ce qu'on pouvait lire dans les réponses des participantes, c'est qu'elles expliquaient que bien souvent leur douleur n'était pas prise au sérieux, qu'on leur conseillait bien souvent d'aller voir un psychologue, que c'était normal d'avoir mal, qu'elles étaient douillettes. Donc voilà, le symptôme n'était pas du tout pris au sérieux. C'est un peu tout, voilà, tout ce qu'il y a derrière cet axe numéro 3. L'axe numéro 4, de créer un meilleur processus de diagnostic, rapporté par 14,1% des participantes. Et donc là, l'objectif est bien évidemment de raccourcir ce délai qui est très long aujourd'hui. Et bien souvent, les patientes vont consulter plusieurs médecins avant d'avoir voilà, le diagnostic, ne savent pas vers qui se tourner. Donc voilà, c'est tout l'objectif de créer un processus pour que ce soit plus carré et qu'il y ait vraiment un parcours qui les mène vers un diagnostic de la maladie. Et l'axe numéro 5, rapporté par 13,8% des participantes, c'est d'améliorer l'écoute des professionnels de santé. Et là, c'est l'écoute dans le sens bienveillance, empathie, qui manquait parmi les qualités des soignants qui peuvent parfois les accompagner dans leurs soins. Donc pour conclure sur cette première étude, on a comparé les résultats qu'on a trouvés à d'autres études qui portaient sur des sujets similaires et qui montrent voilà, des résultats vraiment très similaires avec les mêmes axes d'amélioration qui ont été identifiés. Et ces résultats peuvent être utiles pour concevoir une amélioration de la prise en charge de l'endométriose, vraiment en prenant en compte le point de vue des patientes. C'est un peu l'ADN de Compare d'inclure les patientes dans la recherche aujourd'hui, comme elles sont intégrées dans leurs soins, elles sont actrices de leur prise en charge. L'idée, c'est aussi de les rendre actrices de la recherche et donc de prendre en compte leur point de vue sur leurs idées d'amélioration de leur prise en charge. C'était très important. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième étude qui est en cours d'analyse et l'objectif est de décrire les différents types d'évolution de la maladie à partir des douleurs chez les patientes de Compare Endométriose toujours et d'étudier les facteurs associés. Pardon. Donc, on peut regarder l'évolution de l'endométriose de façon différente. Nous, on le regarde à partir des douleurs, mais c'est vrai que dans un milieu hospitalier, on pourrait se baser sur les lésions. Est-ce qu'il y a de plus en plus de lésions? Est-ce qu'elles touchent de plus en plus d'organes? Nous, on peut pas tellement faire ce travail-là. Nous, on se base sur l'évolution des douleurs qu'on mesure auprès des participantes sur une échelle de 0 à 10, où 0 correspond à pas de douleur et 10, la pire douleur inimaginable. Et donc, on va regarder l'évolution de l'intensité des douleurs au cours de la vie. Donc, par exemple, ce qu'on peut
ce qu'on pourrait observer, c'est un profil de participantes pour lesquelles les douleurs fluctuent tout au long de la vie, ou encore des douleurs qui évoluent en début de vie, puis qui restent élevées tout le long de la vie, ou encore des participantes pour lesquelles il y aurait un pic de douleur, puis des douleurs très faibles ensuite. Cette analyse, on va le faire donc on le fait pour tous les types de douleurs que je vous ai présentés en introduction, c'est-à-dire des douleurs lors des règles, lors des rapports sexuels, etc. Et dans un deuxième temps, on va regarder les facteurs qui pourraient avoir un impact positif et donc mener vers une évolution favorable de la maladie avec une amélioration des symptômes. Donc concrètement, si je reviens juste en avant, en fait, on va regarder les caractéristiques, par exemple, de ces participantes. On va regarder quelles sont leurs habitudes de vie qui potentiellement pourraient expliquer la régression des douleurs. Donc c'est l'objectif de ce travail. Et on va aussi regarder les facteurs qui pourraient avoir un impact négatif et donc mener vers une évolution défavorable de la maladie. Dans Compare, on a la chance d'avoir de nombreux facteurs à explorer, la consommation de tabac, la consommation d'alcool, l'activité physique, etc. Et dans la littérature aujourd'hui, il y a eu voilà, l'observation de certaines choses qui pouvaient mener vers une évolution plus favorable, mais ça va pouvoir permettre de confirmer voilà, certains éléments. L'activité physique, je donne un exemple, mais c'est vrai que voilà, c'est de mobiliser son bassin, par exemple, avec des activités comme le yoga ou le pilate, ça pourrait avoir des effets positifs sur les symptômes. Donc, on va pouvoir aussi vérifier ces informations. Donc les analyses sont en cours et on a des premiers résultats sur les différentes évolutions des douleurs. Avec ici, par exemple, les douleurs de règles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé aux participantes de Compare un questionnaire qui évaluait leurs douleurs passées, donc pour plusieurs tranches d'âge, avant 15 ans, ensuite pour la tranche d'âge 16-20 ans, 21-30 ans, 31-40 ans et au-delà de 40 ans. On leur a demandé pour toutes ces tranches d'âge si elles présentaient des douleurs de règles, par exemple, et si oui, quel était leur pire niveau de douleur de règles lors de cette tranche d'âge. Donc ici, il s'agit bien des trajectoires des pires niveaux de douleur, pas des douleurs moyennes. C'est important de le préciser parce que on peut voir des douleurs quand même très élevées, donc ce ne sont pas des moyennes. Et donc pourquoi on a fait ça? Parce que comme ce sont une évaluation des douleurs passées, il y a un biais de mémoire et on se souvient mieux du pire niveau de douleur que des douleurs moyennes qui sont plus difficiles à évaluer, surtout sur des tranches d'âge assez larges. Donc voilà, on leur a demandé d'évaluer de 0 à 10. Ce qu'on peut voir, c'est que 67% des participantes ont un pire niveau de douleur qui est sévère et constant, relativement constant tout au long de la vie. Et 30% des participantes qui ont des douleurs moyennes, on parle de douleurs modérées, moyennes, lorsqu'elles sont entre 3 et 5 sur 10. Et donc pour cette trajectoire orange, elle commence à 4, mais elle s'aggrave au cours du temps. Et enfin, on a une courbe qui n'a quasiment pas de douleur, alors avec un intervalle de confiance, enfin une marge d'incertitude voilà, qui va jusqu'à 2 quand même, mais qui n'a presque pas de douleur et ça concerne 3% des participantes seulement. Mais l'idée dans un deuxième temps, c'est d'aller identifier les facteurs qui sont associés à ces différentes trajectoires d'évolution des douleurs et donc notamment de regarder quelles sont les caractéristiques de ces participantes et de comprendre pourquoi elles n'ont pas de douleur. Donc pour conclure, il s'agit de la première étude qui porte sur l'évolution de la maladie au cours de la vie dans une large population de patientes. Alors on dit avec des profils variés parce que c'est vrai que contrairement aux études qui sont faites à l'hôpital, enfin les études qui sont faites à l'hôpital, elles sont peut-être sur des cas plus sévères en fait parce que c'est des personnes qui potentiellement vont être opérées, vont être vues dans un contexte hospitalier. Nous, on n'est pas représentatif de la population générale, mais peut-être qu'on s'en rapproche plus avec Compare.
L'objectif, c'est bien d'identifier des groupes de patientes qui sont à risque de progression de la maladie et de produire des données qui pourraient être utiles pour développer une prévention secondaire de la maladie, donc éviter une aggravation des symptômes avec des facteurs, un ou des facteurs à éviter et ou un ou des facteurs qui seraient à favoriser. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Catherine, je pense que ton micro est désactivé. Oui, oui, effectivement, on vient de m'alerter. Je disais que je te donnais la parole, Katharina. Katharina Pessana-Gomez est notre chargée de communication à la Fondation. Et c'est elle qui va vous donner le micro et allumer votre caméra au gré des questions que vous allez poser. Merci beaucoup, Solène, pour cette présentation. Et nos chers collègues et nos étudiants en ligne ne vont pas manquer de vous interroger sur certains points. Katharina, s'il y a des mains qui se lèvent. Oui, merci Catherine. Alors déjà, Solène, merci beaucoup pour votre présentation. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions sur le chat et beaucoup de remerciements pour votre présentation. Donc, comme le disait Catherine au début, n'hésitez pas à soit soumettre vos questions dans le chat, soit à lever la main pour qu'on vous donne la parole et vous pourrez alors activer votre micro et votre caméra. Alors, je commence avec la première question qui est: est-ce que l'aménagement du poste de travail peut être lié à la charge de travail, le stress augmentant les douleurs? Donc, ça peut être une question pour Solène, mais aussi pour vous, Muriel Doniol. Alors, est-ce que du coup, effectivement, je pense que c'est peut-être plus adressé à Muriel Doniol, qui connaîtra plus les éléments de réponse par rapport à ça. Moi, ce que je peux juste en dire, c'est que, en fait, c'est la maladie crée un ou des handicaps par les symptômes très invalidants qu'elle entraîne. Et donc, en fait, quand il y a une douleur, il y a des douleurs qui sont causées par la maladie et le stress peut en rajouter, effectivement, selon moi, ça entraîne un ou des handicaps. Mais je pense que Muriel sera plus à même de répondre. Oui, effectivement, au Crédit Agricole Île-de-France, alors c'est pas le cas dans toutes les entreprises, hein, chaque entreprise, agit différemment. En tout cas, chez nous, c'est le médecin du travail qui fait des préconisations d'aménagement de postes de travail, et ou d'aménagement de temps de travail aussi, hein, puisque c'est tout à fait possible et donc, potentiellement oui, hein, pour répondre à la question. Très bien. Merci. Je vois aussi que Cécile Deneuve-Lazaret dans le chat nous informe que concernant la formation des soignants, à partir de la prochaine rentrée universitaire, les étudiants en 6e année de pharmacie de l'université bénéficieront d'une formation sur l'endométriose. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour aller dans le sens d'une meilleure information et d'une meilleure formation des soignants. Donc du coup, Anne nous pose la question de savoir que, donc, concernant la reconnaissance du handicap, vous parlez de la RQTH. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Alors à moi, oui, hein, Muriel Doniol, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc on peut avoir cette reconnaissance. Alors c'est la alors je désolée pour les acronymes, hein, mais malheureusement c'est, dans beaucoup de métiers, il y en a. C'est la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui délivre ce papier et cette RQTH, donc reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est octroyée pour un certain temps. C'est 3 ans, 5 ans ou 10 ans généralement. Alors ils commencent à en délivrer maintenant, à vie, pour des personnes qui ont des pathologies, extrêmement lourdes, hein, comme par exemple un membre amputé. Bah, là, on sait que le membre malheureusement ne va pas repousser. Donc ils commencent à octroyer des reconnaissances, à vie, mais c'est encore, assez à la marge. D'accord, merci beaucoup. Alors, une question pour vous, Solène. Concernant l'évolution de la maladie, Rachel nous demande: est-il courant que les symptômes se déclarent dans l'enfance dès les premières règles?
Alors, oui, bien souvent, ça se déclare, à l'adolescence, donc à partir des premiers cycles menstruels. Chez certaines femmes, ça peut potentiellement se déclarer plus tard, mais c'est quand même plus courant que ça arrive, voilà, au moment de l'adolescence. Merci beaucoup. Hem, du coup, Razak, nous demande, est-ce que les douleurs invalidantes concernant enfin, quel pourcentage des patientes sont concernées par les douleurs invalidantes? Alors, les douleurs invalidantes concernent environ quel pourcentage des patientes ayant répondu au questionnaire COMPARE? Donc, est-ce que c'est par rapport à la trajectoire que j'ai montrée? Ou alors, en fait, on avait fait effectivement, on avait regardé, je ne sais pas si ça concerne une douleur en particulier ou si ça concerne toutes les douleurs, présentées. Hem, En fait, souvent les douleurs, de règles qui s'appellent les dysménorrhées, elles concernent quand même, une grande majorité des patientes qui souffrent d'endométriose. C'est le cas aussi dans Compare Endométriose, mais qui est encore une fois pas représentatif de tous les cas d'endométriose. Voilà, c'est un public particulier qui participe à Compare Endométriose, mais la grande majorité des participantes ont des douleurs lors des règles. Ensuite, en ce qui concerne les dyspareunies, qui sont les douleurs lors des rapports sexuels, on avait fait des petites analyses descriptives, il y a pas longtemps, donc on avait pu regarder ces informations-là. Ça concerne quand même beaucoup de femmes, mais voilà, on a regardé à un moment T dans Compare, donc c'est des données qui sont amenées à bouger, qui sont pas, voilà, on peut pas tellement, faire de conclusion là-dessus, mais à un moment dans Compare Endométriose, on avait regardé et 75 des femmes avaient déclaré, avoir, souffert de douleurs lors des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois. Ensuite, les douleurs comme, les douleurs à l'évacuation des selles ou, à la miction, ça va concerner un peu moins de participantes. À l'évacuation des selles, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est, peut-être en dessous de 50. Enfin voilà, et surtout les dysuriques, c'est les douleurs lors de la miction. Là, ça va vraiment concerner, beaucoup moins de participantes. Ça touche moins de femmes, et concernant, les dernières douleurs qui sont les douleurs neuropathiques, nous, on l'a pas encore étudié dans Compare, mais on a un questionnaire, qui va arriver prochainement, donc je peux pas vous donner d'informations là-dessus, mais il y a quelques études, qui montrent que ça peut toucher, beaucoup de patientes. Merci Solène, pour, votre réponse à ces questions très pertinentes sur vos travaux, preuve que, l'intérêt est là. Donc une autre question, y a-t-il des diagnostics clairs qui permettent de qualifier les patientes souffrantes? Alors oui, en fait, il y a plusieurs examens qui permettent, de faire le diagnostic de l'endométriose. Alors je précise que je suis pas médecin, hein, donc voilà, il y a certaines questions médicales, auxquelles je ne pourrais pas du tout répondre. Mais, l'examen de première intention, ça va être, une endoscopie, une échographie, endovaginale, et donc qui va permettre, de repérer, les premières lésions. Dans un deuxième temps, ça peut être une IRM, qui va permettre de visualiser, les lésions, et enfin, parfois on peut faire, ce qu'on appelle les chirurgies exploratoires, et donc les chirurgiens vont regarder en fait directement les lésions. Nous, c'est pas l'examen de première intention en France, mais aux États-Unis, ça se fait beaucoup en fait de faire cet examen. Nous, c'est d'abord l'échographie, puis l'IRM, et vraiment, si besoin, la chirurgie, mais c'est quand même un acte qui est invasif, donc voilà. Et ensuite, l'important pour ces diagnostics, c'est d'aller voir les bons spécialistes, parce qu'il faut être formé pour réaliser, ces examens, pour bien voir les lésions, et donc pour les réaliser et pour les interpréter. Edwige nous demande, est-ce que, enfin, comment savoir si les poumons sont touchés? Alors, peut-être que ça peut se faire avec justement une IRM, mais j'avoue que j'en suis pas certaine. Je sais pas. Honnêtement, c'est probablement qu'à partir d'une IRM, on peut voir les lésions, au niveau des poumons, mais voilà, je mets un doute sur, ma réponse.
Je vous lis donc une nouvelle question. Dans l'analyse des paramètres impactants, vous indiquez que vous en tirerez des conclusions en prévention. Pourquoi pas en amélioration continue de la maladie? Pour aller plus loin dans l'aide des populations de femmes déjà atteintes, quid des nouvelles méthodes innovantes de traitement des douleurs de l'endométriose? Alors, je parle de prévention, mais en fait, je parle de prévention secondaire. En fait, la prévention secondaire, c'est lorsque la maladie est déjà installée, et c'est donc justement pour prévenir l'aggravation ou amener vers une évolution favorable de la maladie. Je ne parle pas de prévention pour empêcher la maladie d'arriver, parce que dans mes travaux, en fait, j'étudie que des personnes malades. Je ne regarde pas des personnes qui n'ont pas la maladie et de voir ce qui mène vers la maladie. En fait, ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas observer. Donc moi, c'est vraiment la prévention secondaire. Et donc ensuite, sur les traitements, quid des nouvelles méthodes innovantes de traitement des douleurs. Alors, je ne suis pas une experte sur tout ce qui se fait en ce moment concernant les traitements. Enfin, je sais ce qui existe et que, voilà, bien souvent, c'est des traitements hormonaux. Mais je sais qu'il y a de la recherche sur des nouveaux traitements. Il y a eu un congrès il y a peu de temps sur l'endométriose, le congrès européen sur l'endométriose à Bordeaux. Et il y a eu des présentations sur voilà, des traitements qui sont en train d'être testés, notamment un traitement qui s'appelle DCA, ça veut dire dichloroacétate, quelque chose comme ça, et qui voilà, a montré des résultats positifs, mais dans un premier temps sur des souris, donc on est encore au début du processus, et qui, il me semble, en fait, diminue la concentration de lactose au niveau du liquide péritonéal, donc le liquide qui est dans le péritoine, qui est l'enveloppe des organes de la cavité abdominopelvienne. Et donc, grâce à ça, il va réduire les douleurs et sur les souris, je crois qu'ils avaient même observé une réduction des lésions. Mais c'est encore un début, voilà, c'est encore au début et il y a d'autres recherches voilà, sur des traitements innovants et essayer de trouver de nouvelles solutions pour, bien sûr, réduire ces douleurs qui parfois ne sont pas soulagées. Merci. Natacha nous demande, a-t-on une idée de la survenue de la maladie? Une endométriose presque asymptomatique devenant fortement symptomatique presque du jour au lendemain. A-t-on une idée de la survenue de la maladie? Alors, qui devient symptomatique du jour au lendemain? Bah, c'est l'objectif de ma recherche, justement, de pouvoir identifier des facteurs qui seraient vraiment aggravants. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de, on n'a pas vraiment compris. En fait, on ne comprend pas bien cette maladie qui est vraiment très hétérogène et qui, voilà, qui évolue différemment d'une patiente à l'autre. Donc, non, malheureusement, on ne sait pas bien pourquoi elle apparaît et pourquoi d'un coup elle serait symptomatique. Dans la littérature, on montre, enfin, j'avais pu observer ce qui la rendait, ce qui diminuait les symptômes, mais dans l'autre sens, ce qui la rend plus symptomatique, ça peut être. Il y a des pistes, mais il y a rien de très solide, de très robuste aujourd'hui comme données. Pour des futures études, encore Oui, des après, travaux à venir. il y a des premières études voilà, qui peuvent montrer des choses, mais voilà, dans la recherche, en fait, il faut, quand on trouve un résultat, une seule fois, ça suffit pas, en fait. Si on montre que, par exemple, la grossesse pourrait potentiellement soulager les symptômes derrière, c'est le cas pour certaines patientes, c'est pas le cas pour d'autres, il faudrait de toute façon montrer ce résultat plusieurs fois pour qu'il ait du poids parce que, comme je l'ai montré dans mon étude, je travaille sur des données passées, c'est un biais et en fait, dans chaque étude, il y a un biais. On peut être sur une population tellement particulière que, bah oui, ça va être le cas pour ces participantes, mais pas du tout pour d'autres. Donc voilà, c'est important de le répéter et sur ces informations, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas encore assez de preuves, assez de choses qui existent. Mais voilà, j'ai bon espoir parce qu'il y a de plus en plus de recherches sur ce sujet, on en parle de plus en plus, donc je pense que ça va s'accélérer. Donc Anne nous pose une question sur la prise en charge des patientes. Les femmes touchées sont-elles adressées vers des centres spécialisés type Resendo pour une meilleure prise en charge, même si les délais de rendez-vous sont assez longs, en tout cas en région parisienne? Alors oui, Resendo, c'est un réseau endométriose. Je pense que enfin, pour les personnes qui sont touchées ou même, enfin, voilà, si on a une personne qui ne sait pas vers qui s'adresser et qu'on a envie de l'adresser vers la bonne porte, en fait,
Au niveau des régions, il va y avoir une constitution de filières de soins, donc avec des réseaux endométriose, donc comme ça peut être le cas de Resendo, qui est en Île-de-France. Donc des réseaux d'endométriose qui seront un peu les portes d'entrée pour avoir un meilleur parcours et donc des professionnels qui seront là pour faire le diagnostic, pour faire les soins. Voilà, il ne faut pas hésiter à essayer de savoir quel est le réseau de la région pour prendre les renseignements et pour avoir une prise en charge la meilleure possible. Mais les délais de rendez-vous sont encore aujourd'hui très longs, et notamment parce qu'il y a peu de médecins et de professionnels de santé formés. Donc Virginie nous pose une question sur, comment sont mesurées, les douleurs. Donc vous avez dit que les douleurs sont mesurées sur 1 à 10, donc ça peut être assez subjectif. Est-ce qu'il y a des points de repère qui sont donnés aux participantes? Donc elles donnent par exemple, on m'a dit qu'une douleur de 10, cela correspondrait à une perte de conscience tellement la douleur serait insupportable. Alors, l'échelle de 0 à 10, c'est une échelle qui est couramment utilisée, voilà, à la fois dans la recherche, à la fois dans les soins. Les médecins peuvent interroger leurs patients sur une échelle de 0 à 10. Donc c'est celle qu'on utilise. Dans Compare, ce qu'on donne comme indication, c'est que 0, ça correspond à pas de douleur, et que 10, c'est la pire douleur qu'on puisse imaginer. Donc une perte de conscience, de toute façon, au-delà de 10, il n'y a pas. Donc, si on perd conscience de la douleur, oui, on a forcément 10. Ça reste subjectif, c'est sûr, mais de toute façon, la douleur, c'est subjectif. Donc, c'est très difficile de l'évaluer autrement. Et je veux dire, même si c'est subjectif, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le ressenti du patient par rapport à sa douleur. Donc, de toute façon, la perception qu'il aura du traitement et de l'efficacité du traitement sur ses douleurs sera aussi subjective. Donc voilà, on prend en compte cette subjectivité, mais on peut aussi considérer que ça fait partie d'un biais de l'étude parce que ça reste subjectif. Mais on l'accepte quand même. Comme vous l'avez dit, hein, toutes les études ont des biais, il faut le prendre en compte et prendre en compte dans les futures études. Est-ce que l'on sait si le fait de donner un traitement type contraception continue permet de diminuer l'évolution des douleurs, mais aussi des lésions? Alors, en fait, le fait de prendre une contraception, donc une pilule en continu, en fait, quand on prend la pilule en continu, on arrête les règles. Comme c'est des cellules qui, réagissent de la même manière, qui réagissent aux hormones, ça va arrêter les saignements là où les cellules endométriosiques sont localisées. Donc, par exemple, si elles sont localisées au niveau de la vessie, eh bien, comme il n'y aura plus de règles, il n'y aura plus de saignements, au niveau de la vessie. Donc dans ce sens-là, on peut dire qu'on met la maladie en pause, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi lors de la grossesse, en fait. Comme il n'y a plus de cycle, il n'y a plus de règles, et ben, il y a plus de il y a plus de sang au niveau de ces cellules. Enfin, ces cellules ne saignent plus. Est-ce que ça permet de diminuer l'évolution des douleurs et des lésions? Là, ça va être une autre question parce qu'en fait, en gros, les lésions sont déjà là. Donc parfois, quand la douleur est installée, même si on empêche les cellules endométriosiques de saigner, les dégâts qu'elles ont provoqués, bah, ils peuvent être déjà là. Mais bien souvent, ce qui est constaté quand même, c'est que ça soulage les symptômes des patientes. Après, ce n'est pas le cas de toutes. Il y a d'autres stratégies thérapeutiques. Et sur l'évolution des lésions, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une étude enfin, s'il y a beaucoup d'études qui montrent ça, probablement, mais voilà. Incertain. Mmh. Donc Raphaël nous demande, enfin vous remercie pour votre présentation et vous demande, s'il existe une liste de praticiens spécialisés sur l'endométriose? Alors, donc bien souvent, les filières de soins dont je parlais, donc elles travaillent avec, toute une liste de praticiens, qui sont, validés, en fait, spécialistes de la maladie. Il existe aussi des grandes associations, de patients qui font beaucoup de choses, voilà, qui font beaucoup de choses pour faire avancer, les causes et lutter contre l'endométriose, et donc ce sont parfois des bons interlocuteurs pour savoir, qui consulter. Il y a 3 grandes, disons, associations de patients, et ensuite il y en a plusieurs à des niveaux locaux, donc qui peuvent être des bonnes ressources et des bons soutiens aussi. Et il y a également, une start-up, enfin qui est toujours à l'état de start-up, je crois, qui s'appelle Mapato, et qui, en fait, c'est une,
c'est une personne qui était aussi concernée par cette pathologie et qui a eu du mal à trouver des praticiens spécialisés et donc qui a pris l'initiative de créer comme un annuaire en ligne. Dans un premier temps, c'était surtout pour faire voilà, un état des lieux des praticiens qui étaient spécialisés sur l'endométriose. Mais aujourd'hui, ça s'est étendu à d'autres pathologies parce qu'il y a, voilà, ça peut être le cas pour d'autres nombreuses maladies, la fibromyalgie ou maladie de Lyme, qui, voilà, on a beaucoup de mal aussi à trouver des spécialistes. Mais ça peut être aussi une façon de trouver quelqu'un. Voilà, trois pistes. C'est une belle initiative en tout cas. Donc, bah, merci beaucoup pour toutes vos questions. On a encore le temps de traiter quelques questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes vos interrogations, mais ce sera l'intérêt de reconduire ce webinaire. Donc, Rachel nous pose la question suivante. Dans votre diaporama pour l'étude 2, les interventions chirurgicales sont mentionnées comme facteurs influençant l'évolution de l'endométriose. Est-ce que par hasard, des études démontrent si les interventions répétées ont plutôt un effet positif ou négatif? Alors, effectivement, on étudie les chirurgies. En fait, dans les études qui existent, il y a des études qui montrent que la chirurgie peut avoir un effet positif et des études qui montrent que la chirurgie peut avoir un effet négatif. En fait, le fait d'avoir des chirurgies répétées, ça montre quand même que la première n'a pas été efficace. En fait, ce qui est souvent montré dans la littérature, c'est qu'il peut y avoir un retour de douleur, un retour d'apparition des lésions. Et d'ailleurs, l'étude sur laquelle je travaille, elle vise à évoluer l'évolution des douleurs au cours de la vie. Aujourd'hui, ce qui existe comme étude, ce type d'étude n'existe pas tellement. Ce qui existe comme étude, c'est vraiment les études qui regardent après chirurgie, quelle est l'évolution de la maladie. Donc, il peut y avoir des personnes pour qui ça récidive. Et donc, le fait d'avoir des interventions répétées, ça montre que ça a récidivé. Ça ne veut pas dire que ça va toujours récidiver, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il peut y avoir des personnes chez qui ça évolue positivement et d'autres négativement. Ce qui est important, c'est de se tourner vers des spécialistes de la maladie, encore une fois, parce que c'est une maladie compliquée, enfin complexe, et il faut vraiment avoir un niveau d'expertise voilà, pour repérer bien les lésions d'endométriose, pour enlever toutes les lésions d'endométriose, parce que si on en laisse, la maladie peut repartir. Donc, je pense que c'est voilà, un conseil vraiment le plus important, c'est de se tourner vraiment vers des personnes qui sont spécialisées dans la maladie. Gracia a une question sur la prévention de l'endométriose, notamment par le mode de vie, l'alimentation, pratique de l'activité physique. Est-ce qu'on sait s'il est possible de prévenir l'endométriose par ces facteurs? Alors, donc prévenir, encore une fois, moi je peux pas parler de prévention avant l'apparition de la maladie, parce que ça, on peut pas du tout l'étudier dans Compare. En fait, il faudrait faire une étude sur une population générale qui a la maladie ou pas la maladie et regarder ce qu'ils font dans le temps pour dire ah bah ces patientes-là ont fait ça et du coup elles ont eu la maladie. Ça, nous, on peut pas le faire. Mais sur la prévention secondaire, donc éviter que la maladie s'aggrave, il y a effectivement des études qui commencent à apparaître sur bah, notamment l'alimentation. Alors c'est encore très expérimental, mais des patientes qui testent des régimes anti-inflammatoires et qui constatent que bah, ces régimes ont en tout cas un impact sur leur douleur. Le sport, c'est ce que je disais, effectivement, il y a certaines activités physiques comme le pilate, le yoga en fait, qui peuvent améliorer les symptômes parce que plus on a des douleurs au niveau pelvien, plus on a tendance à devenir vraiment rigide au niveau de cette zone et donc au niveau musculaire, et plus les muscles vont être crispés, plus ça va être douloureux. En fait, c'est un cycle qu'il faut un peu casser. Donc, ces sports peuvent être favorables comme l'ostéopathie ou les kinés, enfin tout ce qui va permettre de remettre en mouvement le bassin pour être favorable. Voilà, il y a donc effectivement, quand on parle de mode de vie, il y a peut-être plein de modes de vie, hygiène de vie qui peuvent favoriser, en tout cas, une amélioration des symptômes, mais c'est un peu à chacune de trouver ce qui correspond le mieux, voilà, à la situation particulière. Merci. Du coup, nous avons une question qui concerne votre première étude. Est-ce que des patientes ont évoqué le rôle ou l'apport du pharmacien dans l'amélioration de leur prise en charge? Donc là, concernant la prise en charge des patientes.
Alors, ce qui a été compliqué, c'est pour ça que bien souvent je parle des professionnels de santé, en général, c'est que parfois les patientes ne précisaient pas, si elles parlaient de médecin, de pharmacien, d'infirmier, de sage-femme. Donc peut-être que c'était englobé, dans ce qu'elles souhaitaient. J'ai pas souvenir comme ça de quelque chose en particulier. Hem, je réfléchis, mais, hem non, enfin, j'ai pas quelque chose de ciblé vers les pharmaciens, mais qui en tout cas faisait probablement partie du package professionnel de santé en tout cas, mais pas quelque chose de ciblé de mémoire. D'accord. Concernant les méthodes de traitement innovantes, donc dont on a déjà un petit peu parlé, pour les douleurs de l'endométriose, donc on a une question sur les méthodes non hormonales et non moléculaires du type massothérapie, acupuncture, ostéo. Avez-vous, peut-être questionné la communauté Compare dans une de vos études sur ce qui marche pour certaines patientes et ce qui pourrait faire l'objet d'études plus larges dans le futur? Eh ben, il y a un questionnaire qui a été envoyé il y a très peu de temps dans Compare justement, sur, le recours aux thérapies alternatives et complémentaires et donc l'objectif, c'est un peu de comprendre, bah, voilà, quel type de patientes ont recours à ces thérapies alternatives et dans un second temps, on pourra effectivement, avoir une idée peut-être de l'impact que ça a sur leur douleur. Il y a effectivement, voilà, certaines personnes qui ont vraiment envie, qui ne veulent plus de traitements hormonaux, qui peuvent avoir des effets secondaires, assez compliqués et qui se tournent, vers des thérapies alternatives ou alors qui combinent les 2. En fait, le plus important, je pense que c'est de trouver ce qui convient à la patiente. En fait, on en avait parlé Katharina, j'avais assisté justement au congrès de Bordeaux, un médecin qui disait que voilà, les thérapies alternatives, on ne sait pas bien aujourd'hui, quels sont les effets de ces thérapies sur l'endométriose, et peut-être que parfois ça peut être, un effet placebo, mais en fait, tant mieux. Enfin, c'est l'effet placebo, c'est le meilleur traitement parce qu'il y a pas d'effet secondaire, quoi. Donc j'avais trouvé ça super parce que c'est vrai que l'objectif, c'est de réduire les douleurs. Bah, si ça fonctionne, faut le faire, quoi. Enfin, voilà, donc que ce soit l'acupuncture, l'ostéopathie, tant que ça fonctionne, parfois il faut peut-être faire une combinaison de plusieurs choses, mais l'important, c'est que ça fonctionne sur la personne. Mais au niveau des études, voilà, pour l'instant, on n'a pas, en tout cas, assez de données pour prouver quoi que ce soit, mais c'est en cours, dans Compare Endométriose. Complètement. C'est important de le rappeler, que c'est les patientes et le bien-être des patientes avant tout. Donc nous avons encore beaucoup de questions, mais je pense qu'il est temps de donner, Catherine, je te redonne la parole, pour, introduire, Brigitte Cauchy-Caron et merci beaucoup Solène pour, toutes vos réponses et je vois qu'il y a un vrai intérêt de notre communauté pour ce sujet donc c'est on va, certainement, reconduire cette expérience parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont laissées sans réponse malheureusement. Bah, oui, je peux essayer de répondre dans le chat, mais je suis désolée pour, les personnes qui ont posé des questions. On n'a pas eu le temps, pour toutes. Mais merci beaucoup en tout cas pour toutes les questions et voilà. On on vous entend pas. On vous en Catherine, je pense qu'il faut que tu rallumes ton micro. Oui, ah ben voilà, mais ça ne Voilà. marche pas. Donc, je disais que vous êtes victime de votre succès devant le nombre de collègues et d'étudiants connectés, le nombre de questions qui sont restées sans réponse. Voilà, on sent bien qu'il y a pour ce sujet un peu plus qu'un tropisme, un vrai intérêt et surtout, je pense, quelque chose de très ancré dans notre environnement et qui commence peu à peu à se lever avec le tabou que ça peut représenter. Brigitte Cauchy-Caron, notre médecin du service de santé universitaire. Je vous laisse la parole peut-être pour conclure ce premier webinaire et je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté de venir en complément de la présentation de Solène sur un sujet aussi important et dont vous devez à votre poste avoir pas mal de retours. Voilà, je vous remercie.
Alors, merci en fait à tous ces intervenants qui étaient quand même très très intéressants, à vous Catherine et puis évidemment la Fondation qui s'intéresse à ce type de causes, qui sont des causes certes très partagées et suscitant beaucoup d'intérêt, mais dont on parle depuis si peu de temps. Voilà, merci donc évidemment à Solène, à ces études qui font que commencer, j'espère, et qui aboutiront encore à d'autres plein de bons éléments, en tout cas, pour améliorer la vie des femmes, et puis au Crédit Agricole qui soutient cette cause, évidemment. Alors, moi, je ne suis pas spécialisée en endométriose, et comme l'a dit Catherine, je suis juste la directrice du service de santé universitaire, donc c'est la santé des étudiants, donc je ne suis pas médecin du personnel, donc parmi les participants, il y a peut-être aussi du personnel, donc ce n'est pas forcément vers nous qu'il faudra se diriger ou poser d'autres questions complémentaires. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est d'abord parce que en nous occupant des étudiants, évidemment, ce sont des jeunes. C'est une maladie qui touche très jeunes les femmes, avec une méconnaissance totale, parce que qui n'a jamais entendu et grandi avec le fait que d'avoir des douleurs quand on a ses règles, c'est normal. Et surtout, il ne faut pas se plaindre et il ne faut surtout pas aller chercher plus loin. Donc ça, je pense que c'est une vraie évolution. Alors, je ne suis pas encore un dinosaure, mais c'est clairement pendant mes études de médecine, c'est un sujet dont on ne parlait même pas, ça n'existait même pas. Et donc, je suis ravie d'entendre que ça commence à rentrer depuis 2020 auprès des futurs médecins et puis auprès des pharmaciens, visiblement, pour l'année prochaine. Donc voilà, ça touche très très jeune sur un symptôme qui semble tellement banal et ignoré. C'est aussi une femme sur 10, donc c'est énorme, en fait, mine de rien, hein, donc dans notre parcours de femme. Il reste beaucoup de choses à faire, évidemment, à découvrir, à comprendre, bien entendu. Mais je dirais que par rapport aux jeunes dont on s'occupe, nous, sur des axes de prévention, donc nous plutôt primaires, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de prévention secondaire. Donc le rôle du service santé universitaire aujourd'hui, c'est d'écouter, d'identifier un besoin, quel qu'il soit. Il n'y a pas de question bête pour les étudiants, quelle que soit leur inquiétude voilà, ou leur ressenti ou autre, et ensuite de réussir à orienter. Nous, on ne fait pas de thérapeutique, hein, donc vraiment, c'est le maillon entre l'écoute de l'étudiant jusqu'à réussir à l'orienter vers des professionnels ou des structures qui sont à même ou spécialisées dans leur prise en charge. Ça, c'est la première, je dirais, le premier contact. Donc, vraiment, les jeunes doivent venir en parler. Ça, c'est, je dirais, la première des choses à faire. Ensuite, on a tout un axe, nous, de prévention, et c'était assez intéressant. Et Gracia, qui vous a posé des questions, étant notre chargée de prévention, c'était aussi un petit peu orienté, je pense. En effet, c'est intéressant parce que nous, on établit des thématiques de prévention mensuelles qui sont diffusées vraiment au périmètre large, l'Université Paris-Saclay, et qui intéressent normalement tout le monde. Et donc, ce sujet-là est abordé dans une thématique, ce qu'on appelle les maladies chroniques, hein, c'est-à-dire que la santé, qu'est-ce que c'est, pourquoi il faut rester en bonne santé, et ça nous conduit en fait à parler des maladies chroniques, des maladies aiguës, et surtout de l'observance des traitements en maladies chroniques. Et donc, ça rejoint en tout cas cette thématique-là, et je pense qu'on pourra justement l'aborder et peut-être faire un pont avec ce webinaire dès cette campagne-là. Après, sur tout ce qui est, je dirais, prévention primaire, bien sûr, malheureusement aujourd'hui, à part quelques petites pistes, et comme disait Solène, c'est vraiment le patient qui choisit ce qui lui convient le mieux, à défaut d'autre chose, hein, pour l'instant en tout cas, c'est aussi de pouvoir quand même faire la promotion du bien manger, de pratiquer du sport et tout ça. Ça ne pourra en fait que alimenter le fait de garder son capital santé. Et puis ensuite, nous, on s'occupe aussi des étudiants en situation de handicap. Et ça fait partie des handicaps qu'on appelle non visibles, qui sont difficiles à comprendre. Parce que justement, comme on ne les voit pas, on a toujours une analyse assez subjective de la plainte de l'étudiant ou de son incapacité à mener ses études ou avoir des périodes et des hauts et des bas. Et donc, ça fait partie évidemment de ces handicaps invisibles sur lesquels nous, on accompagne en termes d'aménagement des cursus universitaires les étudiants, avec aussi le service handicap, bien entendu, qui lui est en charge de la mise en œuvre, et puis aux côtés de la médecine du travail, évidemment, pour faire le parallèle, même si le docteur Anne Brun n'est pas là, évidemment, il peut y avoir des choses qui sont faites avec la médecine du personnel, s'il y a des personnels qui ont besoin de ces aménagements et de cette prise en compte, en tout cas des symptômes invalidants à certains moments. Voilà, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur l'endométriose, mais vraiment, c'était une belle occasion, en tout cas, de partager l'avancement
des études et travaux débutants qui voilà, après ça méritera d'être suivi et complété au fur et à mesure des découvertes et surtout de l'application dans la vie des femmes au quotidien, que ce soit professionnel ou personnel, pour pouvoir vivre mieux avec, en tout cas, en attendant de pouvoir vivre sans. Très bien. Ben, merci beaucoup, Brigitte. Je crois qu'on a effectivement atteint notre heure de webinaire. Un grand merci à vous, Solène. Continuez sur cette piste. C'est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement ouvert. Merci à vous tous qui vous êtes connectés, qui avez consacré un petit peu de votre temps à cette noble cause, pas assez connue, mais largement soutenue par l'université et sa fondation. Je vous souhaite une bonne continuation, passez de bonnes vacances, prenez bien soin de vous. Et vous, Solène, continuez sur cette piste, nous vous suivrons et vous accompagnerons avec plaisir. Merci au Crédit Agricole pour son soutien sur cette noble cause que vous avez aidé à mettre en valeur dans notre communauté. Merci à tout le monde, au revoir et à très bientôt.